Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la série Avenir de l'Europe du 17 mai 2024, dédié aujourd'hui aux élections européennes. Je suis Joseph Yapi, économiste bancaire zone euro, accompagné de Paola Momperus-Veroni, macroéconomiste zone euro. Alors, en juin prochain, des millions d'Européens sont appelés à élire les nouveaux membres du Parlement européen. Et dans un contexte mondial et européen qui a beaucoup évolué ces dernières années, les défis à venir sont extrêmement cruciaux. Paola va nous entretenir aujourd'hui sur le rôle du Parlement européen, mais également les probables compositions de ce nouveau Parlement ainsi que les enjeux et risques associés. Alors, avant de laisser la parole à Paola, je vous invite à poser vos éventuelles questions dans le module de chat dédié et nous nous efforcerons d'y répondre après la présentation. Merci. Paola, c'est à toi. Merci, Joseph. Alors, voilà. Déjà, revenons un tout petit peu sur le rôle du Parlement européen, dont la raison d'être est effectivement de donner une démocratie à une bureaucratie qui serait celle de la Commission européenne pour éviter une sorte de sclérose d'une institution supranationale qui ne serait pas soumise à un contrôle démocratique et des opinions publiques. Et on va voir à quel point finalement ce Parlement européen a gagné un pouvoir au cours de l'histoire et au cours des traités. À partir de 1957, lors du traité de Rome, où on institue une assemblée parlementaire européenne qui a un simple rôle consultatif et qui n'est finalement qu'une assemblée de députés nationaux. Mais déjà, le traité de Rome prévoyait l'élection du Parlement européen au suffrage universel, ce qui se fera à partir de 1979, après que, à partir de 1975, le Parlement européen puisse trouver aussi son rôle de contrôle budgétaire, puisque on va créer des ressources propres pour le budget de l'Union européenne et du coup on va doter aussi le Parlement européen de ce contrôle budgétaire. Ensuite, autre étape importante est à partir de 1992, lorsque le traité de Maastricht va mettre sur le même rôle, en fait, va donner le même rôle de décision législative, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Et donc, on va établir le principe de codécision avec un système qui, qu'on le verra, sera presque un système bicaméral parfait, quoi. Donc, il faut rappeler quand même que le Parlement européen est la seule institution européenne dont les membres sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans et que c'est aussi la seule institution transnationale au monde élue directement. Et voilà, donc si on passe au slide suivant, on va voir que le Parlement européen s'insère donc dans un triptyque, dans une architecture institutionnelle qui prévoit 3 institutions. D'abord, le Conseil européen, qui va réunir les dirigeants nationaux et qui fixe les grandes orientations politiques, économiques et sociales. Donc, les décisions s'y font par consensus, c'est-à-dire à l'unanimité. Et dans ces différentes formations ministérielles, le Conseil de l'Union européenne va voter les lois au même titre que le Parlement. Donc, une fois que ces grandes orientations politiques ont été données par le Conseil européen, la Commission européenne a le monopole de l'initiative législative et met en œuvre les décisions du Conseil. Donc, c'est à la fois le bras exécutif avec une fonction législative, exécutive et aussi de représentation extérieure. Alors, le Parlement européen, dans ce triangle institutionnel, va représenter les citoyens de l'Union européenne et va surtout exercer le contrôle sur l'exécutif et naturellement la codécision à niveau législatif. Il faut savoir que depuis peu,
c'est-à-dire depuis 2019, il a aussi une initiative législative de facto à côté de celle de la Commission. Donc on se retrouve quand même dans une construction assez originale qui ne réplique pas d'autres modèles, qui est parfois assez difficile à lire avec le prisme national des démocraties parlementaires, mais c'est une architecture qui a été choisie donc pour être adaptée à la diversité des pays membres et convenant à la majorité d'entre eux. Alors, si on regarde un peu plus en détail comment se construit ce processus législatif, alors, on a d'abord fait une activité de consultation autour des priorités qui ont été données par le Conseil, avec tous les ayants, les porteurs d'intérêt, en fait, citoyens, groupes d'intérêt, experts, jusqu'à ce que la Commission rédige une proposition formelle qui passe donc au Parlement et au Conseil de l'Union européenne qui vont la voter conjointement. Et ensuite, ce sont les autorités nationales et locales qui devront la mettre en œuvre avec la Commission et la Cour de justice qui vont se charger du suivi de la mise en œuvre et le Parlement qui aura le contrôle final sur justement l'action de suivi de la mise en œuvre de la part de la Commission. Alors on verra que le Parlement européen n'a pas du tout un rôle formel, il a véritablement un rôle concret puisque si on regarde les 2 dernières législatures, il a eu un pouvoir d'amendement qui a été exercé dans plus que 80% des fois des votes. Donc, il s'agit pas de mettre un simple tampon, mais il modifie aussi les lois. Et donc, ce pouvoir, c'est par ailleurs agrandi avec le temps et étendu avec le temps, puisqu'il y a simplement 15 ans, c'était seulement dans la moitié des cas que le pouvoir d'amendement était exercé. Si on regarde la procédure législative ordinaire, on voit que le Parlement agit véritablement en tant que co-législateur dans tous les domaines couverts par cette procédure législative, qui sont ceux indiqués en bas de la slide: environnement, transport, marché intérieur, emploi et politique sociale, éducation, santé publique, protection des consommateurs, agriculture et sécurité et justice. Et donc, aucune des 2 institutions, en fait, peut adopter un texte sans l'autre, puisque une fois que la proposition législative arrive, de la Commission arrive, on a une première lecture qui est faite par le Parlement européen, qui peut adopter la proposition ou l'amender, et ensuite elle passe en lecture au Conseil de l'Union européenne, qui peut approuver la position du Parlement ou la modifier. Dans ce cas, elle passe en 2e lecture au Parlement, qui peut l'approuver, l'amender, ou la rejeter. Si elle est amendée, elle passe au Conseil de l'Union européenne qui doit approuver la position du Parlement ou la rejeter. Dans le cas de rejet, il n'y a pas un 3e cycle. Il y a une 3e phase qui peut être une phase de conciliation dans laquelle toutes les institutions se réunissent ensemble, mais sinon le projet de loi est mis de côté. Alors, si on regarde un tout petit peu plus, si on ouvre un peu au-delà des procédures ordinaires, il y a d'autres domaines dans lesquels, par contre, il y a un déséquilibre entre le pouvoir législatif du Conseil et le Parlement. C'est-à-dire le Parlement a un simple avis consultatif ou un simple avis conforme ou simple droit d'approbation, mais sans amendement possible, dans toute une série de domaines qui peuvent être la fiscalité, tout ce qui est exemption du marché intérieur, droit de la concurrence, accords internationaux, accords d'association et d'adhésion à l'Union européenne et ratification de traités. Si on regarde par contre le processus budgétaire, eh bien on voit que dans le vote du budget annuel, le Parlement a le pouvoir d'adopter donc l'ensemble du budget avec le Conseil. Par contre, dans le cadre financier pluriannuel, donc là où on fixe justement le budget à moyen terme de la Commission de l'Union européenne, eh bien, le Parlement ne peut pas apporter d'amendements. Donc, il peut soit approuver, soit rejeter le cadre financier pluriannuel. Et après, il y a un rôle très important
qui est celui du contrôle et de surveillance démocratique, à la fois sur le Conseil. Là, c'est un rôle un peu plus limité parce qu'il n'a qu'un simple droit d'intervention au début de chaque Conseil européen pour exposer la position du Parlement européen. Mais sur la Commission européenne, là, il a un droit de contrôle qui est beaucoup plus strict puisque déjà, il va élire le président de la Commission sur la base de la proposition qui est faite par le Conseil européen, sur la base du résultat des élections européennes. Et il doit aussi approuver les membres de la Commission, c'est-à-dire auditionner les commissaires et donner son approbation. Et ensuite, il y a tout un contrôle sur toute l'activité de la Commission qui va lui soumettre régulièrement des rapports. Et il va, avec la Commission, élaborer son programme de travail. Il a un droit de questionnement de la Commission avec des séances de questions à la Commission et peut surtout adopter une motion de censure à l'encontre de la Commission européenne. Alors, merci pour toutes ces informations sur le rôle du Parlement européen. Est-ce que tu pourrais nous donner maintenant quelques informations sur la composition du Parlement ainsi que les partis politiques présents? Oui. Alors, déjà, il faut savoir que ce sont les partis politiques nationaux qui s'affrontent lors des élections européennes. Mais la plupart des partis nationaux sont affiliés à un parti politique européen. Alors, comme dans les parlements nationaux, les députés européens siègent dans des groupes politiques qui sont en fonction de leur sensibilité politique. Et un groupe politique va regrouper les eurodéputés de différents États membres. Pour former un groupe politique, il faut au moins 23 députés venant d'au moins un quart des pays membres. Donc, il y a quand même des seuils. Donc, il faut savoir que ce ne sont pas les députés européens qui sont affiliés à un parti politique européen, c'est le parti national auquel ils appartiennent. On va voir que, bon, on va faire un petit panorama de ce qui représente toutes ces sigles. On a là le Parlement européen actuel, l'hémicycle, avec à gauche naturellement les partis de gauche. Et, plus on va vers la droite, plus on retrouve des partis le plus à droite, disons. Dans le groupe de la gauche unitaire européenne, on retrouve par exemple pour la France insoumise. Dans le groupe des sociodémocrates européens, on retrouve tous les grands partis sociodémocrates. En fait, ça c'est des partis assez uniformes. Pour les Verts, c'est pareil. Pour le groupe Renew, on retrouve les libéraux, mais aussi, par exemple, Renaissance en France. Après, on a le Parti populaire européen, dans lequel, par exemple, en France, on a l'affiliation des Républicains, LR. On a en Allemagne la CDU, qui est le gros parti désormais du PPE, puisque il y a eu une réduction assez importante des effectifs. Enfin, il y aura probablement des effectifs LR, mais aussi de Forza Italia, le parti italien de Berlusconi. Et il y a un autre effectif qui est important, c'est le Parti populaire espagnol. Et après, si on passe un peu plus à droite, on a le groupe CRE, conservateur et réformiste européen, où là, on trouve par exemple Fratelli d'Italia en Italie, qui est une grosse composante, le parti de Meloni qui est au pouvoir en Italie. On trouve pour la France reconquête d'affiliation récente, on retrouve un autre gros bloc qui est le PiS polonais, qui était donc au pouvoir, qui vient de sortir du pouvoir, et on retrouve aussi Vox, le parti espagnol. Et après, on a le groupe de partis identitaires d'identité démocratie, où là, on trouve le gros morceau qui est le Rassemblement national,
On trouve aussi la Ligue Nord italienne. On retrouve un autre bloc qui monte, l'AfD allemand, l'Alternative für Deutschland, et on trouve aussi le PVV néerlandais avec le parti de Geert Wilders et le FPE autrichien. Donc, ce que je veux dire, c'est que les élections européennes sont faites bien sûr le jour de l'élection, mais elles sont faites aussi en amont, puisque c'est la force de l'alliance entre les partis nationaux dans un groupe politique européen qui va affecter la probabilité des résultats. Et ces élections se font aussi après, justement, les élections avec la formation de ces groupes européens, qui pourra peut-être être un peu différente de celle que je vous ai présentée et qui sort du Parlement actuel. Alors, on va regarder un peu plus de près comment se passe, comment sont organisées ces élections. Alors, on n'a pas un code électoral européen bien uniforme, on a des règles communes, c'est-à-dire un suffrage universel direct avec un système à la proportionnelle. Par contre, le mode de scrutin varie. Suivant les États, on a grosso modo 4 systèmes distincts quant au choix laissé aux électeurs sur les candidats de la liste qu'ils souhaitent voir élus. On a les listes bloquées, le vote préférentiel ou le vote préférentiel avec panachage et le vote unique transférable. On a aussi d'autres différences qui sont, par exemple, les seuils électoraux. Qui peuvent aller de 0, il y a des pays où il n'y a pas de seuil, jusqu'à 5%, comme c'est le cas en France. Il y a des différences aussi sur le jour de vote, puisqu'on sait que les élections auront lieu entre le 6 et le 9 juin. Le nombre de circonscriptions, une seule circonscription nationale ou plusieurs régionales, selon les pays. Un système de répartition des voix et d'attribution des sièges qui est différent entre les pays. L'âge aussi. S'il y a un âge minimum de 18 ans globalement dans la plupart des pays, il y a des pays où elle a, par exemple, à 16 ans, Autriche en Allemagne, ou à 17 ans en Grèce. Et on a un vote qui est obligatoire dans 4 pays membres, la Belgique, le Luxembourg, Chypre et en Grèce. Voilà. Alors, est-ce que finalement, avec toutes ces caractéristiques nationales et ces partis nationaux, le vote est plus national ou européen? Est-ce que finalement, dans le vote, prime la nationalité ou plutôt les valeurs? On voit que les pays montrent quand même de plus en plus de cohésion interne, malgré des différences importantes dans l'affiliation, et que le vote est plus en ligne avec l'orientation du parti qu'avec les lignes nationales. On voit aussi que la présence des pays dans au moins un des 3 premiers partis augmente beaucoup les chances de voir le vote de leurs eurodéputés gagner. Et l'influence donc réelle des forces politiques découle de la cohésion interne du groupe politique. Et donc on a un pouvoir réel des groupes qui peut différer du pouvoir nominal, c'est-à-dire de leur nombre de sièges, qui dépend donc de leur capacité à mobiliser une discipline et une cohésion. Et donc on voit bien que les groupes bien établis traditionnels votent ensemble dans 95% des cas, dans 80% des cas sur les sujets très divisifs. Donc il y a un peu moins de discipline que dans les partis nationaux, mais on a quand même un taux global de cohésion qui est presque de 90%, avec certains plus soudés, le Parti populaire européen, les sociodémocrates, les libéraux et les Verts. Mais et que par contre les groupes conservateurs ou identitaires ont une influence qui est un peu plus limitée par leur incapacité finalement à se fédérer, par leur manque de cohésion. Donc voilà. Alors, est-ce que il y a un projet de véritable liste transnationale européenne? Oui.
il y a un projet. Ce projet était initialement rejeté par le Parlement européen. C'était porté par la Commission, mais enfin, c'était porté par surtout les libéraux et la gauche, mais c'était initialement refusé par le Parti populaire européen. Ensuite, c'est le Conseil qui, en 2019, va rejeter la proposition de création de listes transnationales pour les élections de 2019. Et cette fois-ci, eh bien, en 2022, le Parlement avait approuvé la création d'une circonscription à l'échelle de l'Union européenne, avec par ailleurs l'harmonisation des règles de vote et un vote à distance, mais cela va demander la modification de l'acte électoral par une procédure spéciale et donc pour l'instant doit encore passer au Conseil. Lorsqu'on regarde un tout petit peu comment votent les différents groupes européens entre eux, on trouve qu'il y a une coalition assez stable. Là, vous avez en fait une matrice de appariement en fait des votes lors de la dernière législature. On voit que la grande coalition présente une très forte homogénéité dans le vote, c'est-à-dire on voit que le sociodémocrate vote assez souvent avec les libéraux, que le Parti populaire européen aussi, que le Parti populaire et sociodémocrate, tout en partageant un peu moins le vote, votent ensemble quand même dans presque les 3/4 des cas. On voit que le vote du bloc de gauche est aussi assez homogène, avec les Verts qui jouent un rôle de pivot entre la gauche plus extrême et les sociodémocrates. On voit aussi que le vote des libéraux et des Verts s'est rejoint dans presque les 3/4 des cas lors de cette législature. Mais bon, c'était aussi le pacte vert qui a un peu fait converger ces votes. Le PPE vote moins à sa droite, en fait, qu'avec ses partenaires de coalition, mais quand même vote avec les conservateurs dans plus que 60% des cas, tandis qu'il vote moins avec les identitaires, dans moins que la moitié des cas. Et les conservateurs et identitaires votent ensemble quand même dans plus que 60% des cas, mais vous voyez que leur homogénéité est quand même moindre que celle entre les partis traditionnels. Alors, le fait qu'on n'ait jamais eu une véritable majorité absolue au Parlement européen, en fait, qu'aucun parti n'ait été capable d'exprimer une majorité absolue, a fait qu'on a toujours gouverné par coalition, et donc c'est une logique de compromis qui a toujours primé au Parlement européen. Déjà, ce compromis est rendu plus facile par la nature des compétences, puisque les questions sociales ne font pas partie du corps de compétences du Parlement européen, et donc le clivage droite-gauche est moins marqué sur toutes les autres questions. Après, c'est aussi la règle du vote qui le fait, parce que le proportionnel va s'appliquer aussi à la composition des commissions et des rapporteurs, et donc il faut quand même s'entendre pour obtenir, se partager en fait la présence en commission et auprès des rapporteurs, et aussi parce que le vote des amendements en deuxième lecture se fait à la majorité à celui des membres. Et si donc on veut arriver à un compromis et présenter l'institution parlementaire forte face aux autres institutions, la Commission et le Conseil, eh bien il faut arriver à un compromis préalable. Mais on voit bien qu'avec un hémicycle de plus en plus fragmenté, ce compromis va être quand même beaucoup plus difficile à attendre. Autre petite question, c'est celle de pour qui on vote quand on vote. Est-ce qu'on vote pour un candidat chef de liste, pour un Spitzenkandidat, qui va porter, en fait, qui va être finalement le président de la Commission si voilà, son parti emporte le plus grand nombre de voix. Alors, cette présence de Spitzenkandidat en fait a été mis en place lors de l'élection de Jean-Claude Juncker en 2014. Donc la logique est que chaque groupe va désigner en amont un candidat tête de liste.
Et après, c'est le parti qui gagne, en fait, qui va présenter son président de la Commission européenne. Mais c'est vrai que le fait qu'on a une forte incertitude sur la majorité va de facto exclure l'automaticité. Et de facto, ce qui se passe, c'est que c'est le Conseil qui va proposer le président de la Commission et le Parlement va ou pas le valider. Alors, justement, lors de l'élection de Ursula von der Leyen en 2019, le candidat du PPE, du Parti populaire européen, n'a pas été accepté par la gauche, et donc c'est un candidat proposé par les libéraux, Madame von der Leyen, qui a été finalement élu. Alors le Parlement européen n'était pas tout à fait content de cette situation et a négocié en fait quelque chose en échange pour cette élection de Madame von der Leyen, c'est-à-dire que la Commission appuie en fait l'initiative législative du Parlement qui obtient de facto en fait une initiative législative à partir de cette date. Alors, il faut savoir que globalement, c'est le Parlement européen et la Commission qui appuient cette idée de Spitzenkandidat, avec l'idée que cela renforce la légitimité démocratique, puisque les citoyens savent pour quel président de Commission ils vont voter. C'est plutôt opposé par le Conseil européen, qui préfère garder une sorte de discrétion à sa main et qui craint que la qualité de leadership des candidats ne soit pas respectée ou éventuellement un certain équilibre entre les forces européennes s'il n'y a pas trop de différence entre le premier et le deuxième parti qui arrive en tête des élections. Voilà. Alors merci Paola pour toutes ces informations sur le rôle et la composition du Parlement européen. Alors comme toute élection qui approche, de nombreuses spéculations sont faites sur les issues des votes. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les sondages en cours et les probables compositions du prochain Parlement à venir? Oui. Alors déjà, ce que j'avais dit, c'est que le résultat des élections va dépendre des coalitions avant, enfin des partis avant et de la formation des groupes parlementaires après. Mais ça va aussi dépendre de ce qui va se passer le jour J, bien sûr, et d'une condition, c'est aussi le taux de participation. Or, ce qu'on voit, c'est que ce taux de participation aux européennes a été plutôt en chute jusqu'au moins en 2014. C'était vraiment le creux avec toutes les problématiques par ailleurs de défiance de l'Union liée à la Brexit, etc. Après, on a eu un sursaut en 2019. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que ce sursaut est vraiment un sursaut ponctuel ou c'est plutôt une rupture de tendance et on s'inscrit sur une tendance haussière? Les sondages, là, nous signalent une hausse de 9% du taux de participation. On verra si c'est vrai ou pas. C'est vrai aussi que quand même les deux législatures passées ont montré que des dossiers clés véritables pour l'Europe ont été gérés à un niveau européen plutôt qu'à un niveau national, c'est-à-dire la grande crise économique et financière, la guerre en Ukraine, la question des migrations. Et aujourd'hui, on est dans un contexte géopolitique beaucoup plus complexe qui va demander des réponses à une échelle autre que celle nationale et qui pourrait induire du coup les citoyens européens à se mobiliser davantage avec des citoyens qui commencent à voir l'Union européenne non plus comme un simple régulateur, mais comme un acteur politique dans des questions importantes. Alors, si on regarde un tout petit peu les sondages, il y a deux façons de les interpréter. Alors, il y a une méthode qui est une méthode celle qu'on va utiliser le plus souvent. On utilise tout simplement les sondages. On a un input unique qui est la position actuelle des partis nationaux dans les sondages. Sondages qui généralement ne sont pas uniquement que sur les élections européennes, qui peuvent concerner aussi plus largement des élections nationales. Et on en déduit le nombre de sièges avec deux sources d'erreurs possibles qui sont les intentions de vote majoritairement nationales qui
peuvent différer à niveau européen, et le taux de participation. Et il y a une deuxième méthode qui est un peu plus structurelle et qu'on appelle la méthode de prévision et qui va mobiliser les sciences politiques et les modèles électoraux qui sont basés sur les élections passées. Nous, on va mobiliser notamment de deux auteurs, X et Cunningham, qui ont été les précurseurs de ces méthodes. Et alors, ces méthodes utilisent plusieurs inputs. Bien sûr, la position actuelle des partis nationaux dans les sondages, qui va compter à environ 78% du résultat final. La position dans le cycle électoral, c'est-à-dire plus on est à proximité des élections nationales, plus on va tirer aussi des informations des sondages nationaux qui sont cohérents avec ce qui peut être la performance aux européennes. Et cela va compter à hauteur de 13%, ce facteur. Et après, la caractéristique du vote par parti, donc des caractéristiques un peu plus structurelles qu'on a observé au cours des élections précédentes, et notamment le fait que le vert et la droite plus radicale ont des meilleures performances aux élections que les partis ont des meilleures performances que ce qui est indiqué dans les sondages, que les partis traditionnels, et donc on va tenir compte aussi de cet ajustement. Et donc on va avoir des résultats, grosso modo, qui sont assez similaires, mais la méthode de prévision va amplifier la montée de la droite radicale et la baisse des partis traditionnels. Et on va le voir ici, dans les résultats, ce que ça donnerait en termes d'hémicycle. Il faut savoir que l'hémicycle va changer de nombre, parce que on passera de 705 à 720 députés. Et donc, selon la simple méthode de projection immédiate des sondages, on va voir une montée importante du parti identitaire et conservateur européen, au détriment pratiquement des partis traditionnels, mais surtout des libéraux et des Verts. Principalement, avec une perte pour le Parti populaire européen et un gain assez limité des sociodémocrates. Et avec la méthode de prévision qui prend en compte des comportements plus structurels, on va avoir un écart beaucoup plus important par rapport au dernier scrutin, à la formation actuelle du Parlement, des partis identitaires. Des gains aussi pour les conservateurs, mais un tout petit peu, à peu près pareil que dans la méthode précédente. Et on va avoir autant de pertes pour les libéraux et les Verts et une perte plus importante pour les sociodémocrates. Alors, si on prend le résultat de ce modèle un peu plus structurel, qui est celui qui donne quand même un écart beaucoup plus important entre les partis traditionnels et les partis plus radicaux, et qui va finalement nous montrer une composition plus difficile en fait de la coalition existante. On va le prendre ici, on va regarder les coalitions possibles qu'on peut en dessiner. Donc, on voit bien que les conservateurs et les identitaires, globalement, ont gagné les sièges des libéraux et des Verts, avec une perte importante du côté du parti macroniste et de Ciudadanos en Espagne. On voit aussi que le rôle stabilisateur du centre, qui a toujours fourni la majorité avec le PPE et les sociodémocrates, est affaibli et à risque s'il n'y a pas une parfaite cohésion dans le vote. L'électeur médian est désormais le PPE, l'électeur du Parti populaire européen. Le centre-droite avec une droite constructive et une coalition de droite n'aurait pas une majorité, mais attention, parce que il y a un parti de droite qui était dans le PPE, qui est le parti de Orban en Hongrie, le parti Fidesz, qui était suspendu par le PPE et qui aujourd'hui est parmi les non inscrits, mais qui a quand même un potentiel assez important parce qu'il a au moins 13 députés et qui pourrait donc fournir une majorité dans certaines conditions, à la fois une coalition de droite constructive et une coalition de droite, mais avec des clivages notamment entre Renew et ce parti qui serait difficilement surmontable, notamment dans le cadre d'une coalition de droite constructive.
Après, ce qu'on voit, c'est que le centre-gauche n'a pas de majorité, et donc dans un sujet comme l'environnement, le centre-gauche ne sera pas capable de le porter. Il y a un problème pour la droite traditionnelle, puisqu'on a une assez bonne performance de la CDU en Allemagne, mais en déclin, comme on l'a dit, des Républicains et de Forza Italia. À voir, hein. Ça, c'est ce qu'on constate globalement dans les sondages. Et donc, est-ce qu'ils vont appeler le parti Fratelli d'Italia de Meloni pour renforcer cette composante? Meloni est plus forte dans les conservateurs et républicains où elle a le gros rôle, et donc elle peut peut-être mieux négocier avec le Parti populaire européen en étant dehors que dedans. Et la question, quoi faire de Fidesz et des Hongrois, hein. Attention aussi aux enjeux nationaux, parce qu'il y a des élections importantes en Allemagne en septembre, dans les Landes de l'Est, et où l'AfD, Alternative für Deutschland, monte beaucoup. Et si la CDU fait un accord à niveau national avec l'AfD, cela peut avoir aussi un impact sur le PPE et son positionnement. Problème pour la gauche, quoi faire du mouvement 5 étoiles italien qui pour l'instant est parmi les non-inscrits et ne fait pas partie de la gauche européenne. Il est peu compatible avec les Verts et la gauche, mais il a beaucoup de députés. Mais peut-être un peu trop. Et donc il pourrait être peut-être trop important et enlever en fait un rôle aux partis, notamment aux sociodémocrates et aux Verts. Donc voilà, donc tout cela nous dit que quand même ça sera très difficile à gérer sans les conservateurs et les identitaires, hein, qui sont par ailleurs au pouvoir à l'intérieur des pays membres, dans des coalitions. Et donc, voilà, il y a quand même une incertitude assez importante. On va regarder un tout petit peu comment se configurent ces partis conservateurs et identitaires. Dans la map que vous avez, vous voyez en fait les intentions de vote dans les sondages nationaux par pays de ces pays, cumulés, hein, des deux CRE et ID. On voit bien que ces partis sont plus intéressés par des questions culturelles et civilisationnelles, donc de sécurité et d'immigration, que sur des questions économiques et environnementales, mais aussi sur le fonctionnement des institutions. À la droite du PPE, on a en fait un clivage assez important, hein, entre certains partis qui sont plutôt destructeurs, hein, de l'Europe, et d'autres qui sont plutôt constructeurs, mais du constructeur d'une autre Europe que celle portée par la grande coalition, avec des lignes de fracture importantes, notamment en termes de politique extérieure, ECR qui est plutôt OTAN, idée qui est plutôt proche de la Russie, et deux nouvelles lignes de fracture qui se dessinent parce qu'on a au sein du ECR un PiS, parti polonais, qui se radicalise depuis qu'il a perdu le pouvoir, et au sein de l'idée un conflit sur la question de la rémigration qui est porté et soutenu en Allemagne par l'AfD et qui n'est pas du tout soutenu par le Rassemblement national, avec là aussi deux trajectoires différentes, un AfD qui se radicalise beaucoup et un RN qui recherche plutôt une présentabilité puisqu'il y a à la clé une accession au pouvoir. Et donc c'est pas non plus impossible qu'on retrouve une recomposition de ces deux forces, peut-être dans trois pays, une partie, un autour de Meloni, un avec un groupe avec Orban, Vox et peut-être le RN, et un groupe avec OCR, avec le PiS, mais sans Meloni. Donc il pourrait y avoir d'autres configurations, voilà, qui risquent en fait de proposer aussi d'autres coalitions que celles qu'on a pu proposer dans le graphique, dans le slide précédent. Alors merci Paola. Une fois
ce nouveau Parlement européen nouvellement constitué et au vu du contexte mondial et européen actuel, qui a énormément évolué ces dernières années, quels seront les principaux enjeux et risques du prochain Parlement européen? Alors, on l'a dit, le compromis va être beaucoup plus large et donc beaucoup plus complexe. Donc, il y a d'un côté une opportunité pour les partis europhiles d'aligner leurs intérêts et améliorer leur cohésion interne, amenant une action constructive face aux eurosceptiques. Mais de l'autre côté, il y a aussi une opportunité pour les eurosceptiques de justement travailler sur ces lignes divisives et porter un projet commun d'une Europe différente que celle qu'on a. Donc, on aura quand même un débat beaucoup plus animé sur l'avenir de l'Europe. Aujourd'hui, si vous regardez, on a quand même des positions assez différentes entre la représentation au sein du Conseil européen, qui émane finalement des partis qui sont au gouvernement dans les pays membres, et ce qui peut ressortir des élections européennes avec l'affiliation du parti en tête dans les sondages pour les élections européennes, qui est représenté dans la map de droite. Et on voit quand même que le PPE devient beaucoup plus important, et c'est ce que je vous disais avant, c'est l'électeur médian devient l'électeur du PPE, tandis qu'il était plutôt l'électeur libéral dans la précédente législature. Alors, concernant les risques et les enjeux, concernant le contrôle de l'exécutif, c'est-à-dire, par exemple, l'élection de la présidence de la Commission. Alors, on a vu qu'on a une perte du pouvoir de la grande coalition et que le président doit être élu à la majorité absolue. Donc, si le taux de cohésion de la grande coalition dans le vote est faible, et il a été faible lors de l'élection de Ursula von der Leyen, parce qu'il a été de 80%, l'élection du candidat porté par la grande coalition n'est pas garantie. D'accord? Donc, soit cette grande coalition va travailler sur une meilleure cohésion sur le candidat qu'elle porte, et probablement ça sera le candidat initial présenté si le PPE justement s'annonce vainqueur, c'est le Spitzenkandidat du PPE qui est Ursula von der Leyen. Donc, soit on trouve une meilleure cohésion, soit on doit ouvrir aux Verts, mais les Verts n'ont jamais fourni de soutien dans les 4 dernières élections, d'accord, y compris dans la dernière, alors que Ursula von der Leyen arrivait avec un agenda vert extrêmement ambitieux. Soit ouvrir à la droite conservatrice constructive, qui pour l'instant effectivement n'a pas montré une opposition systémique, s'est impliquée dans certains accords, par exemple sur l'immigration, mais voilà, cela risque après de braquer les sociodémocrates et les Verts. Donc, on va avoir quand même un processus assez long et compliqué. Si von der Leyen n'est pas élue, eh ben, il faut trouver dans les 4 semaines, il faut que le Conseil trouve un candidat alternatif à proposer au Parlement. Donc, est-ce qu'il y aura un contrat de coalition vu que les négociations seront beaucoup plus difficiles? Donc, est-ce que le processus sera davantage long? C'est la question. Et concernant la nomination des commissaires européens, là aussi, le Parlement va certainement user de son pouvoir pour étendre son influence, parce qu'il doit les auditionner et les valider. Les pays qui sont guidés par des majorités eurosceptiques, on peut dire, nommeront un commissaire. Ça, c'est une évidence. Mais il doit être approuvé par la majorité, donc l'élection n'est pas tout à fait automatique. Et après, on est sûrement dans une période d'effet de levier maximum du Parlement européen qui va avoir un impact sur le programme de la Commission,
sur la nomination des commissaires, on l'a dit, mais aussi le Parlement pourrait essayer davantage de renforcer son rôle, et comme il l'a fait en 2019 en contraignant la Commission à soutenir son droit d'initiative législative. Cette fois-ci, par exemple, il paraît qu'il serait très attaché à l'idée d'avoir un plus fort pouvoir de droit d'enquête des commissions parlementaires sur l'action de la Commission. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'exécutif. Sur le processus législatif, on a toujours une prérogative quand même de la Commission, donc il y a un risque assez limité de voir le Parlement proposer une modification importante des traités fondateurs. Il y a toujours un processus de conciliation avec les deux autres pouvoirs qui sont le Conseil et la Commission. Et par contre, le vote du prochain budget sera un peu plus compliqué, hein, notamment si on veut toujours avoir un recours à la macroconditionnalité, c'est-à-dire à conditionner les fonds, hein, le versement des fonds, soit à des conditions macroéconomiques, hein, soit à des conditions de règles de droit. Parce que là, ça sera un peu plus difficile à imposer. Ce qu'on va voir, c'est que quand même les projets portés par une majorité de centre-gauche vont être les plus sensibles et les plus à risque de changement. On voit que la grande coalition a souvent gagné dans des questions de politique extérieure, que le bloc centriste et conservateur, hein, plus les conservateurs et réformateurs gagnent sur les questions de commerce international, le centre droit sur le marché unique, le centre gauche sur les questions de droit civique et le bloc de gauche sur les questions environnementales. Mais si on regarde la loi récente sur la restauration de la nature qui est passée à peu de voix, avec nos projections, elle aurait été rejetée. Donc, il y aura une plus grosse résistance à un agenda vert ambitieux. Mais c'est vrai que l'élection d'Ursula von der Leyen pourrait faire l'objet d'une négociation avec les Verts et les sociodémocrates sur le soutien à l'agenda vert. La solution pourrait être que finalement, personne ne contexte cet objectif climatique, mais c'est plutôt un questionnement sur comment l'atteindre sans détruire son acceptabilité sociale, sans creuser les divisions entre villes et périphériques, qui sont par ailleurs des sujets très sensibles pour la droite. Hein. Et donc, ça sera plutôt la question de comment soutenir sa mise en œuvre industrielle, en faisant peut-être une pause réglementaire qui a été appelée par ailleurs par le PPE dans son programme, avec peut-être une concentration sur tout ce qui est marché vert, hein, avec une offre européenne et aussi justement travailler pour une offre européenne de produits verts avec une attention à la soutenabilité des coûts de la décarbonation tout le long de la chaîne de la valeur. Et surtout, on espère qu'on n'aura pas une sorte de loi de pendule où on passe du tout vers à l'abandon de cet agenda, hein, mais plutôt à arriver à une logique de mise en œuvre avec par ailleurs des conditions minimum qui sont exprimées par les partis, qui pour les conservateurs et réformateurs sont des sujets d'immigration et surtout la présence dans des commissions qui reflètent leur pouvoir électoral. Pour les Verts, naturellement, la confirmation du pacte vert. Pour les libéraux, il y a un agenda de compétitivité qui est partagé par le PPE. Pour le PPE, c'est surtout aussi l'agriculture, autre que la compétitivité et la défense. Et pour les sociodémocrates, un salaire minimum européen et le soutien au Green Deal, au pacte vert. Merci Paola pour cette présentation très riche. Notre présentation est maintenant terminée. Nous avons reçu plusieurs questions. Une première question, quel bilan de la commission sortante? Est-ce que tu aurais des éléments
Ah oui, alors donc cette question nous est arrivée en amont de la webconférence, donc j'ai un peu noté quelques points. La Commission européenne a porté 6 projets prioritaires, dont les 3 premiers c'était le pacte vert, la transformation digitale et une économie qui fonctionne pour les citoyens, pour les personnes. Alors le pacte vert concernait 25% des initiatives législatives, la transformation digitale 17% et l'économie qui fonctionne pour les citoyens 21%. Alors globalement, il y a eu 80% des initiatives législatives qui ont été soumises par la Commission et qui sont donc rentrées dans le processus législatif. 57% ont été votées. 20% sont près de l'être et 20% sont déjà dans le processus législatif mais ne seront pas votés dans cette législature. Alors, si on regarde un peu plus en détail, par exemple, le pacte vert, on a eu la loi climat, le Fit for 55, la taxe carbone aux frontières, l'élargissement du système ETS à d'autres secteurs, l'objectif climat 2040, la décarbonisation de certains secteurs. Et là, on a du coup soumis 77% des initiatives législatives au Parlement, 38% ont été adoptées. Donc, on a quand même les initiatives climat-énergie qui ont fait l'objet d'un large soutien. L'action environnement, notamment sur les pesticides, sur la loi de restauration de la nature, sur la décarbonation de l'industrie, a eu beaucoup plus d'opposition par certains pays membres qui ont demandé par ailleurs une pause réglementaire. Et donc, on est passé sur une logique de dialogue sur une transition propre pour essayer de trouver des compromis sur les questions qui ne sont pas encore passées ou qui n'arrivent pas trop à avancer. Sur une économie qui fonctionne pour les personnes, je peux citer quelques initiatives législatives, la réforme de la gouvernance européenne et notamment des règles budgétaires européennes, la facilité pour l'Ukraine, quelques avancées sur l'union des marchés des capitaux, mais aussi sur la standardisation des green bonds, par exemple, sur le salaire minimum adéquat et sur la protection des travailleurs des plateformes. Et donc là aussi, on a eu à peu près un taux similaire de projets soumis et adoptés par le Parlement européen. Alors, dans la présentation, tu as mentionné un peu la composition du Parlement européen par parti politique, mais est-ce que là, tu peux nous donner quelques éléments sur la représentation par pays? Oui. Au Parlement européen. Oui. Alors déjà, je vais vous dire que on était parti d'un Parlement européen à 751 députés et on en avait perdu 73 lors du Brexit. En 2019, on en avait réparti 27 de ces 73 perdus aux 14 pays qui étaient les plus sous-représentés. Et en 2024, on en a réattribué 15 aux pays, aux 12 pays qui étaient moins représentés. Il en reste 31 qu'on garde de côté pour un éventuel élargissement. Du coup, on se retrouve, on est passé de 751 à 705 pour le Parlement sortant et à 720 pour le prochain. Alors, grosso modo, effectivement, les pays sont représentés en proportion de leur taille, mais pas tout à fait parce que on essaie de réduire un écart de représentation entre les grands et les plus petits pays. Et donc, on a des députés qui représentent un nombre différent d'électeurs selon les pays. On a une moyenne de 700 000 électeurs pour chaque député européen, mais par exemple un pays comme Malte, qui est très petit, peut avoir seulement 80 000 électeurs par député, tandis qu'un pays comme l'Allemagne, qui est beaucoup plus important, peut avoir plus que 800 000 électeurs par député. Une autre question qu'on a reçue concerne les priorités du Conseil pour la prochaine Commission. Ah oui, alors le Conseil européen est en train de travailler à ses priorités. Donc, il s'est pas trop dévoilé pour l'instant. On a quand même 6 points qui ont été évoqués. Et en premier, sécurité défense.
résilience et compétitivité, donc résilience des filières européennes et compétitivité, énergie, donc consolider et améliorer le marché de l'énergie européen et réduire nos dépendances critiques. Les questions d'immigration, naturellement, les questions d'engagement extérieur et d'élargissement. On sait aussi que quand même la question de compétitivité va être clé, parce que il y a deux rapports importants que la Commission et le Conseil ont demandé à la fois à Mario Monti et à Enrico Letta. Enrico Letta sur la consolidation du marché unique, avec des propositions assez intéressantes aussi sur sur le marché unique des capitaux, sur des avancées sur l'union bancaire. Et on attend un rapport assez important de Mario Draghi sur la compétitivité, sur laquelle on nous a déjà donné une philosophie, qui est celle de ne plus voir la compétitivité comme on l'a toujours regardé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comme une pure politique de la concurrence, mais se projeter dans un monde où on a des acteurs qui ne jouent pas du tout avec les mêmes règles que les nôtres, et donc penser la compétitivité comme un renforcement des atouts justement de nos industries, un renforcement des atouts du marché unique, mais peut-être avec des éléments de protection et de sécurisation de ce marché unique. Et si on regarde bien, parmi toute la liste que je vous ai donnée, il n'y a pas l'environnement et le climat, qui peut rentrer par contre dans la logique de résilience, de compétitivité, dans le sens de renforcer justement la décarbonation pour augmenter la compétitivité de l'industrie européenne, donc une mise en œuvre industrielle du pacte vert. Alors, entre-temps, il y a quelques questions. Alors, il y en a une. Est-ce que le retournement possible du taux de participation est généralisé ou spécifique à quelques pays? Non, effectivement. Là, c'est ce qu'on voit en généralisé, y compris dans les sondages. Par contre, on a des écarts très, très importants entre les pays en termes de taux de participation. Déjà, il y a des pays où le vote est obligatoire, et après des pays où le vote européen est en fait un vote plutôt de défiance en fait vis-à-vis du Parlement, enfin du pouvoir national, plutôt et d'autres pays où l'enjeu européen est plus intégré en fait. Donc ça se joue aussi sur la mobilisation. Est-ce que les intérêts en matière de politique énergétique de la France, qui a un parc nucléaire, et de l'Allemagne, qui était dépendante de l'importation du gaz russe, qui maintenant fonctionne avec des centrales à charbon, sont les mêmes? En fait, les intérêts, en fait, à la base, vont être les mêmes, puisque l'intérêt fondamental est celui de réduire des dépendances par rapport à des acteurs des fournisseurs qui peuvent arsenaliser, en fait, les fournitures. Et après, surtout, de réduire les coûts pour l'industrie. Donc, l'Allemagne a aussi un intérêt de réduction des coûts. Bien sûr, le mix énergétique est très différent et effectivement peut créer effectivement des tensions, y compris dans le dessin du marché de l'énergie. Après, le marché de l'énergie reste néanmoins intégré, puisque la France peut être un fournisseur d'énergie à l'Allemagne dans certains moments, notamment une Allemagne qui est peut-être assez avancée dans tout ce qui est renouvelable, mais dans des périodes de pic, en fait, de pointe, va devoir se reposer sur une production plus stable qui est celle du nucléaire français, ou vice-versa. Et donc, voilà, quand même, il y a des intérêts communs européens et une gestion de cette question énergétique qui se fait de plus en plus à niveau européen et qui était des points d'avancée de cette commission sortante et qui va être quand même un enjeu, comme on l'a vu, parmi les sujets évoqués dans le programme du Conseil européen pour la prochaine commission.
Alors, sachant que c'est la Commission qui a l'initiative des directives européennes, et qui n'est lue par personne, et que le Parlement européen n'a qu'un pouvoir résiduel, quel sens peuvent avoir les élections européennes? En fait, non. On a dit que le Parlement européen n'a pas de pouvoir résiduel. Hein. Il a un vrai pouvoir de co-législateur, c'est-à-dire qu'il peut naturellement rejeter en fait les lois proposées par la Commission, et il peut surtout les amender. On a vu qu'il y a il exerce ce pouvoir d'amendement dans au moins 80% des cas. Donc il y a un vrai pouvoir de transformation des lois. Et en plus, il y a quand même eu un petit accord tacite sur un pouvoir d'initiative de facto qui a été appuyé par la dernière commission, et ça sera un peu difficile pour la prochaine de revenir en arrière par rapport à cet acquis aussi de facto qu'il soit. Avec justement un pouvoir de négociation qui va être assez important de ce Parlement européen vis-à-vis de la Commission, et donc aussi une possibilité de grignoter en fait d'autres lois comme celui que j'ai évoqué, qui est une plus grande droit d'enquête des commissions parlementaires dans l'action de la Commission. Alors, il y a une question importante à quand une harmonisation des fiscalités. Alors, la question de la fiscalité est assez compliquée, hein, parce que c'est une des questions qui n'est pas, en fait, sur laquelle il y a quand même encore des veto qui se posent par certains pays. Et on a un peu surmonté l'opposition néerlandaise, reste encore celle irlandaise. Parfois, le sujet est utilisé dans le passé par la Pologne et la Hongrie pour négocier d'autres questions. Donc c'est un sujet qui est important parce que notamment sur l'impôt sur les entreprises, ça pourrait servir aussi en partie de base pour une ressource propre supplémentaire pour le budget de l'Union. Pour l'instant, il y a une proposition de la Commission européenne de créer une sorte de prélèvement sur des bénéfices soi-disant statistiques, et pas avérés. Mais voilà, donc ça reste un enjeu majeur qui s'inscrit par ailleurs dans une logique beaucoup plus internationale, hein, qui est celle de la taxation des multinationales, et qui patine un peu aussi par une opposition sur un des deux piliers des États-Unis. Voilà, je pense. Merci Paola pour tous ces éléments. Alors, notre webconférence est maintenant terminée. Merci à vous pour votre participation. Vous recevrez le replay de la webconférence et vous pourrez consulter aussi le support de la présentation sur le site internet et intranet de la Direction des études économiques. Merci à tous. Merci et au revoir. Au revoir.